Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast qui risque d'être un petit peu long je pense avec l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Eh ben, comment ça va? Ça fait pas très longtemps qu'on s'était déjà vu, Et dis donc. c'est vrai que ça fait une semaine parce que la semaine dernière on a parlé de The Card Counter de Paul Schrader et en disant que oui attention cette semaine allez voir Master Gardener du même Tiens Paul donc. Schrader qui sort au cinéma et figure-toi que c'est tombé là aussi, c'est au débeauté décidément, c'est les podcasts débeautés de Paul Schrader. On a vu Master Gardener au cinéma à un jour d'intervalle et on s'est dit soyons fous, parlons-en aussi. Allons-y. Allons-y de ce Master, donc Master Gardener, c'est le titre, sorti ce mercredi en salle. Il était déjà sorti aux États-Unis, présenté à la Mostra de Venise l'année dernière, et qui, quelque part, conclut la trilogie non officielle de la rédemption, on appelle ça comme ça, même si toute la filmographie de Paul Schrader est un petit peu sur cet axe de toute façon. Et au casting, qui avons-nous? Alors, ce n'est plus Ethan Hawke ni Oscar Isaac, mais maintenant Joel Edgerton, qui joue donc cet homme au passé trouble qui va chercher quelque part la lumière, on va dire ça comme ça. À ses côtés, Sigourney Weaver, extraordinaire actrice hein, qui avait été découverte entre autres dans le Alien de Ridley Scott, et qui a un rôle assez carnassier, là, on ne va pas en dire plus. Et la jeune Quintessa Swindell, qui va être un petit peu, entre guillemets, la disciple du personnage de Joel Edgerton, parce que ça joue comme ça souvent hein, aussi avec Paul Schrader, c'est un personnage âgé avec quelqu'un de plus jeune, tout ça. D'ailleurs, là, on a un triangle avec le personnage de Sigourney Weaver qui est un petit peu la plus âgée. Après, il y a Joel Edgerton au milieu et la jeune Quintessa Swindell. Et l'histoire donc se déroule, c'est important de le dire, mais c'est pas vraiment précisé dans le film. Ça se déroule dans le sud des États-Unis. Ça a été tourné en tout cas en Louisiane. Et on va suivre un jardinier très méticuleux qui s'appelle Narvel Roth, qui travaille pour une dame qui possède donc de riches jardins, peut-être une ancienne plantation. Alors on ne sait pas, mais on sent qu'il y a peut-être ce contexte-là, on y reviendra. Et on sent qu'il est très dévoué envers sa maîtresse, dans les deux sens du terme, parce que il fait des petites galipettes avec la dame, hein, de temps en temps aussi, on a compris. Et un beau jour, cette dame fait venir sa petite nièce, là où bosse donc le jardinier, et elle demande, pardon, à Narvel de prendre cette jeune fille sous son aile, en mode en stage, quoi, et lui apprendre les secrets de la culture des plantes, etc. Mmh. Et il est un peu forcé parce que c'est la petite nièce, mais on sent quand même qu'entre la petite nièce et la grand-tante, c'est pas l'amour fou. Et en parallèle, on va suivre donc un début de relation peut-être entre Narvel et la jeune Maya. Sauf que, comme souvent avec Paul Schrader, Narvel Roth, c'est pas son vrai nom déjà, et qu'il a un passé très compliqué, qu'on peut révéler parce que c'est très vite montré dans le film. C'est un ancien néo-nazi, voilà, de la white power américaine, qui a commis des crimes et qui est maintenant sous une autre identité, protection des témoins, parce qu'il a balancé ses anciens amis, et qui est en quête de rédemption donc. Et bien sûr, le film s'ouvre sur le monsieur seul dans sa chambre avec sa voix off, qui écrit dans un journal. C'est du pur Paul Schrader avec l'aspect bressonien qu'on lui connaît. Pas de doute, si vous avez apprécié Card Counter et First Reformed, c'est dans la lignée. Et alors, les avis sont un peu partagés, j'ai vu sur Internet. Il faut Ouais. dire qu'après Card Counter, il avait mis la barre haute. Mais quel est ton avis à toi, personnellement, sur ce Master Gardener très riche, ma foi? Ouais. Bah, déjà, tiens, je voulais dire aussi, pour qu'on on se trompe pas, Quintessa, Swindell une actrice, acteur non binaire, en fait. Oui, c'est Et vrai, je c'est viens vrai, de le découvrir. c'est Et vrai. d'ailleurs, du coup, elle est incroyable dans le film parce Ouais. que il y a un truc qui marche, je l'avais jamais vu et je trouve que c'est juste génial ce qu'elle fait en tant que personnage féminin dans ce film, justement. Oui, d'ailleurs, elle avait déclaré, enfin, elle a déclaré que elle pouvait jouer autant un personnage masculin ou féminin, elle, ça la dérangera pas. Donc, Ouais, ça sent l'ouverture d'esprit derrière, et c'est vrai que c'est à souligner parce que que je trouve il y a très beau, oui. ouais. Et puis, c'est une belle découverte. Et puis, elle est d'origine afro-américaine, son personnage, c'est très important aussi dans l'intrigue. Ça, il faudra le préciser à un moment, parce qu'il y a toute Ouais. une histoire sur les États-Unis. Comme d'habitude, Paul Schrader, il distille des graines, des germes, justement, à travers son jardin, sur les racines de l'Amérique. Et ça, je pense qu'on y reviendra, parce que c'est une des clés de l'intrigue, et c'est en sous-texte. Mais c'est très important, le sous-texte, chez Schrader. Et, et du coup, pour revenir sur le film, bah, écoute, moi, j'ai encore une fois être celui qui défend vraiment bec et ongle, mais bon,
vu que je fonctionne quand même dans l'idée qu'un auteur, globalement, fait quand même toujours quelque chose d'intéressant, quoi qu'il en soit. Bah là, moi, je trouve qu'il s'est absolument pas raté, hein. Enfin, déjà, bon, dès le générique que je trouve magnifique du film, avec ces espèces de time-lapse de plantes et cette musique électronique, qui rappelle d'ailleurs parfois la musique de Twin Peaks saison 3, je crois que c'est Jewel, Johnny Jewel, je crois, le compositeur qui avait composé une des musiques de ce magnifique... Ouais, c'est Johnny Jewel de la saison 3. Donc il y a cette espèce d'ambiance un peu ample, très calme, qui est en rapport avec les plantes, en fait, hein, tout simplement. On n'est pas loin de Plantasia, presque, l'album de Mort Garson. J'y ai pensé aussi, parce que c'est vrai que Quentin Dupieux l'avait repris récemment dans un film aussi. Oui, oui, et c'est vrai qu'on est un peu dans cette idée-là de film qui apaise et qui... Non, là, je pense que ça va être plus compliqué d'en parler que Card Counter, parce que Card Counter, j'ai eu le temps de le digérer. Au début, j'avais c'était imprécis. Maintenant, je sais ce que je pense de Card Counter. Master Gardener, je sais pas si j'en suis encore revenu, mais d'ailleurs, tant mieux. Mais en tout cas, le film... donc déjà, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est Schrader qui parle des plantes et de l'entretien, de la délicatesse aussi. Ça, c'est vraiment un truc... Ça, c'est un truc que je n'aurais jamais cru qu'il puisse faire. Mais quoi que si, il l'a fait, mais là, il le filme autrement, il filme la délicatesse. Mais vraiment, le geste délicat. Et là, j'avoue que moi, ça m'a un peu bouleversé. Je trouve que, notamment, par exemple, quand il soigne... en fait, quand il soigne les plantes, il soigne les êtres humains comme s'il soignait... Il a vraiment un truc... c'est ça qui est magnifique dans ce film, c'est que c'est comme si ce personnage de Narvel était une plante empoisonnée qui défaisait son poison et qui tentait quelque chose de nouveau et qui était vraiment dans ce qu'on appelle la rédemption. Vraiment, de toute façon, c'est toujours ce qu'explore Schrader. Il n'arrête pas d'explorer la rédemption. Ce qui est quand même toujours très intéressant. Moi, j'aime bien en fait que les hommes de foi, les êtres de foi, que ce soit les femmes de foi, les hommes de foi, les gens qui croient vraiment, mais pas forcément la croyance religieuse, hein, ça peut être la croyance de manière générale, exposent ça dans leurs films et que ça dise quelque chose d'eux. Et ça, je trouve que Schrader ne cesse de le faire. J'avais parlé du fait que son cinéma, c'est la déclinaison, tout le temps. Et quand tu vois tous ces films, même les films qui sont moins affiliés à cette idée de rédemption, même quand tu vois Mishima, par exemple, on est quand même dans cette idée de foi de Mishima dans le film, il croit au Japon de l'empereur, donc ce qui le pousse à devenir un terroriste. C'est vraiment ça qui est très beau dans son cinéma, c'est qu'il a ce qui peut déplaire, ça j'entends très bien, parce que il filme des personnages qui sont extrêmement particuliers en fait à suivre, qui sont des personnages alors très différents quand même des personnages bressoniens en tant que tels, hein. Ça j'avais oublié d'en parler dans Card Counter, mais on peut parler je pense qu'on peut parler. Alors après bressonien, tarkovskien, tout ça, bon, c'est des adjectifs, voilà, disons tout simplement qu'il a un regard sur les gens qu'il filme, ça c'est sûr. Et dans Master Gardener, on n'y échappe pas, et je trouve que je crois que dès le premier plan du film, premier plan après le générique, parce que le générique, du coup, encore une fois, ça c'est quand même intéressant. Encore une fois, on est dans les génériques qui sont des personnages à part entière, tu vois, qui ont un impact sur la narration directe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les génériques qui instillent déjà la chose. C'est-à-dire, il y a eu le poker dans Card Counter. D'ailleurs, le poker, le jardin, rien à voir sur le papier. Mais en fait, si, ce sont des milieux, il faut être méticuleux, patient, et qui demandent beaucoup de psychologie et d'attention. C'est pareil. Non, mais juste une scène incroyable du film, c'est la scène où il hume le terreau. Ah bah oui. C'est juste magnifique, ça. C'est pour ça. C'est un film sur la terre, sur les racines de l'Amérique. Je pense que de toute façon, il y a un lien allégorique avec ça, parce que
le choix pour finir, entre guillemets, cette trilogie, peut-être qu'il y reviendra, parce que c'est pas forcément la fin d'une trilogie non plus, mais bon, on va dire ça comme ça. La trilogie de cet homme, à la fois, voilà, qui est dans une souffrance intérieure traumatique, qui a fait peut-être du mal avant et qui essaye de se racheter. Grosso modo, c'est ça. Là, je pense qu'il conclut justement avec le retour à la terre, le retour aux racines, passer par le jardin pour se retrouver soi-même, et au passage, questionner aussi l'Amérique. Parce que de toute façon, là, il prend, comme dans Cardcounter, il prend un homme qui a fait du mal, mais qui a été instrumentalisé par une certaine Amérique. Parce que dans Cardcounter, c'est l'armée militaire, embrigadée par les supérieurs et tout. Il avait pris du plaisir. Là, c'est pareil, quelque part. Parce qu'on sent qu'il a eu un mentor. Les flashbacks sont beaucoup plus diffus. C'est peut-être moins cinématographiquement intéressant sur les flashbacks ici que dans Cardcounter. Et encore, ouais, ça discute. Je crois qu'il utilise une caméra plus numérique pour les flashbacks. C'est plus sale. Il y a un truc bizarre, en fait. Il change quelque chose, quand même, sur les flashbacks. Mais on voit qu'il a eu un rapport, cet homme, avec ce qui a aussi une sorte de mentor et qui y a pris plaisir aussi. Mais je pense que lui aussi, comme dans Cardcounter, dans Master Gardener, ce personnage a été... Bon, bien sûr, il a fait beaucoup de mal. Il a pris un malin plaisir à le faire, mais il a été embrigadé dans le truc. Et je pense que derrière, le vrai coupable, c'est une certaine Amérique. Et quelque part dans First Reformed aussi, hein, cette foi un peu aveugle et le côté il faut aller à l'armée parce que c'est un petit peu l'héritage, il faut faire l'armée, la guerre, etc. Je pense que c'est ce qui questionne Paul Schrader. Là. Il arrive à un certain âge, il est américain, il a beaucoup parlé de la violence américaine au sens large, parce que finalement Taxi Driver c'est pareil. Taxi Driver, c'est pareil, hein, quand on y pense. Évidemment, Taxi Driver, c'est ça, c'est le... Oui, bien sûr. Et là, il cherche, alors la rédemption toujours, mais là, il cherche à la pousser, la rédemption, par la beauté, par les plantes, par ce qui peut être le plus proche de la vie, en fait. Parce que oui, on le sait, hein, sans les plantes, sans les arbres autour de nous, on crève. C'est vrai que ça peut faire un rapport aussi à ce discours très écologico-désastreux, enfin, pessimiste d'un des personnages de First Reformed et tout. Là, il revient à quelque chose de plus apaisé. Et paradoxalement, là, on aurait pu imaginer, franchement, après Cardcounter, pardon, on aurait pu imaginer quelque chose d'encore plus sombre, plus pessimiste, finalement. Mais en fait, non. Non, il fait un... Et je pense que Paul Schrader est dans la continuité du dernier plan de Cardcounter. Rappelez-vous, là, les doigts. Là, il va plus loin. On fera une zone spoiler pour expliquer à la fin, parce qu'il y a une magnifique scène à la fin, même si au-delà du spoil, il y a comment on en arrive là. Mais je pense qu'il a choisi, en connectant le personnage principal à la Terre, vraiment, il a choisi quelque chose pour apaiser. Et pourtant, ce jardin, c'est peut-être l'héritage d'une ancienne plantation où il y avait des esclaves. C'est pas dit dans le film. Oui, on en a discuté en off, effectivement. Moi, j'ai post-colonial dans l'architecture. Là, Oui, bah moi j'ai pas arrêté de penser en fait à la maison coloniale de la famille de ce magnifique film, enfin le film de Richard Fleischer. Qui avait été présenté par Samir récemment d'ailleurs. Oui, que j'ai vu en Mandingo, voilà. Mandingo, voilà, c'est ça. Voilà. Y a vraiment cette esthétique de la maison très blanche, très qui ressemble à un temple. Mais c'est vrai quand même qu'on est vraiment pas loin. Et puis en plus, tu regardes tous les jardiniers sont des personnes de couleur pratiquement. Et pareil, la fille de la sœur de la petite nièce, c'est ça. La petite nièce de Sigourney Weaver dans le film, elle est de couleur aussi. En plus, elle la rejette parce que c'est une junkie. Non, il y a quelque chose de... Ben, je pense que c'est très simple. Ce que démontre Schrader, encore une fois, dans ses films, c'est que l'Amérique est un pays qui... Enfin, pas que l'Amérique, hein, évidemment. Mais l'Amérique en partie, en tout cas puisqu'il part quand même de son pays, est un pays qui repose sur le sang et sur la violence et sur la haine de l'autre. Et d'ailleurs, ça revient à ce que dit à un moment Narvel dans le film, c'est qu'il a été élevé dans la haine des autres. Il a été conditionné comme ça. Et ce que je trouve très fort, c'est, encore une fois, je reviens toujours à cette idée quand même de comment Paul Schrader filme les corps. Ah oui. Il y a une scène remarquable à un moment dans la pénombre entre Maya et Narvel. Oui. Ouf. Oh, c'est magnifique. Mais je pense notamment au tatouage, tout simplement, qui sont littéralement un... Alors ça, c'est un truc assez étonnant. En film, c'est littéralement un élément horrifique. C'est-à-dire que
Au début, c'est vraiment quelque chose que l'on a peur de dévoiler, qui est tapis dans l'ombre, qui appartient à Narvel, qu'il ne montre pas, qu'il ne veut pas montrer, il a peur du toucher. D'ailleurs, c'est particulier parce que la sexualité qu'il a avec la chef, la maîtrise, Normal. est extrêmement particulière, puisqu'en fait, elle jouit de voir. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu, elle jouit en quelque sorte de la contemplation de ces tatouages, de cette violence. Et ce qui confirme quelque chose, je pense. Je pense que ce personnage de Norma, donc Sigourney Weaver, qui est absolument détestable hein, sur certains points, je pense qu'elle connaissait, bon, c'est une théorie vague hein, que j'ai comme ça, qu'elle connaissait le secret de Narvel, qu'elle l'a même engagé comme cela, parce qu'il faut savoir que Narvel, bon, il est sous protection de témoin, il a une nouvelle identité en fait. Hein. Oui, en fait, elle a limite engagé pour ça parce qu'elle est fascinée, parce qu'elle-même, elle doit avoir des ancêtres esclavagistes et que peut-être que Ku Klux Klan peut pousser, hein, si on veut, et que elle-même, voilà. Et quand justement, ce qui explique la haine qu'elle peut avoir envers, bah déjà, sa nièce et sa petite nièce, mais sa nièce qui a épousé un Afro-américain, parce que sa petite nièce est à moitié afro-américaine. Et c'est exactement, à mon avis, c'est ça l'idée. Il y a quelque chose là-dedans, il y a presque quelque chose de honteux à ses yeux. Elle est obligée de mettre sa petite nièce-là, la cacher au sein de sa plantation, limite, au milieu de ses employés. C'est quand même violent quand on y pense. C'est extrêmement violent, tout est une affaire, encore une fois, de regard, parce qu'au début, elle veut quand même trouver un héritier, une héritière pour le jardin, etc. Et en fait, elle change du tout au tout. Parce qu'elle ne veut pas voir. Parce que je pense que, après, est-ce qu'elle est entièrement détestable? C'est compliqué, c'est un personnage compliqué quand même. Hein. Oui. Très, très ambigu aussi. Mais c'est un personnage, en tout cas, qui ne veut pas se rendre compte des problèmes. Et moi, je pense que ça revient à ce que disait tout simplement Shredder, qui a dit ça sur un post Facebook. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, donc j'ai peur de déformer un peu ce qu'il disait, mais en gros, il expliquait que on peut pas tous dire on peut pas dire qu'on est né antiraciste, c'est pas possible parce que tout moment de notre vie, on a été raciste à un moment de notre vie. Et que le fait de le reconnaître nous permet en fait de devenir antiraciste et de devenir quelqu'un qui est plus ouvert. Et c'est littéralement ça, Master Garner, parce que qu'est-ce que c'est? Le personnage de Narvel, c'est quelqu'un qui a vu ce qu'il était, qui s'est confronté à ça et qui veut devenir meilleur, qui veut vraiment changer. Et le personnage de Norma, non. D'ailleurs, Norma, normalité, normalisation. Bien sûr. Bon, voilà, Norma. C'est ça. Peut-être Norma, elle n'est pas si peut-être détestable que ça, c'est juste qu'elle est dans cet héritage et elle en sort pas, quoi. C'est un héritage, on va dire, bourgeois local qui a fructifié sur ce que les ancêtres ont fait pendant le temps de l'esclavage, quoi. Je pense que c'est idiot à dire, mais presque elle est là par héritage, par honneur familial, elle ne va pas remettre en question des choses. Et peut-être que secrètement, elle espère que ce sera lui son héritier. Lui qui a été white power et tout. Peut-être que c'est... Mais bon, quand la nièce débarque, elle est obligée de l'accueillir, c'est la dernière famille. En plus, la nièce, donc sa petite nièce, oui, elle a subi des problèmes de drogue, mais parce qu'elle a dépression, sa mère est morte, c'est très compliqué, quoi. Elle est toute seule, là. Et d'ailleurs, à un moment dans les flashbacks, je me suis dit, est-ce que Paul Schrader, mais il est malin, Paul Schrader, il ne l'a pas fait, mais est-ce qu'il va relier, par exemple, Narvel, qui aurait tué le père de Maya avant? Non. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, oula, mais Paul Schrader, il est pas comme ça non plus. Il ne va pas jouer sur les hasards jusqu'au bout, même si, justement, les hasards. Si, parce que dans Card Counter, des fois, il joue sur le hasard. Mais ici, il est plutôt sur l'ordre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le jardin, pourquoi il est devenu passionné de jardin, Narvel? C'est une déformation de ce qu'il était avant quand même à la base. Parce que le jardin, il faut que ce soit méticuleux, il faut qu'il y ait un certain ordre, pas de chaos, l'ordre. Comme il voulait garder l'ordre dans le pays, et à un moment, il parle de parasites. Il faut défendre le jardin contre les parasites, et il parle de parasites noirs du jardin en faisant référence à son ancienne vie, ce qui est affreux. Mais il a appris avec le temps que certains parasites, que les parasites d'ailleurs dans le jardin, sont utiles pour la biodiversité et tout. Et à un moment, c'est dit aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Il a appris, en fait. C'est assez marrant parce que ça renvoie aux délinquants, justement, enfin, à ceux qui s'attaquent au jardin et dont ils se débarrassent, et finalement, ça lui permet d'avoir... enfin, il s'en débarrasse. D'ailleurs,
moi, j'avais peur qu'il les tue à un moment. Et en fait, il va pas les tuer, il veut juste, les castrer à vie, mais... Non, mais ça, ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut rentrer dans le spoiler ultime, parce que vraiment, il n'y a rien à spoiler, en fait, si ce n'est comment ça se termine. Et il y a une scène magnifique d'émancipation aussi, à un moment qu'on va Oui, voilà, et ça vient vers ça, vers cette et alors, oui, espèce... comme je dit, en gros, c'est des... Ces esclaves deviennent les maîtres. Voilà, oui, c'est exactement ça. Et à double sens. Mais pour revenir aux dealers, parce que c'est des dealers, grosso modo, oui, à un moment, même, il donne à Maya une arme. Il donne le choix à Maya. C'est une scène extraordinaire, ça. Il donne le choix à Maya, donc ça, c'est après l'émancipation, de tuer ou non. Parce qu'il ne va pas l'empêcher, il ne va pas l'obliger à, etc. Il lui donne le choix et elle choisit la bonne voie, lui qui n'a pas su la choisir. Et ça confirme la libération. Et c'est d'ailleurs Maya, en faisant ce choix de ne pas tuer, qui va aider à la libération ultime et à la rédemption totale de Narvel. C'est-à-dire que se dit, s'il y a encore une possibilité d'être heureux dans cette vie, elle va faire le bon choix. Et c'est beau, ça aussi, quelque part. C'est assez... Après, est-ce que l'arme était chargée ou pas? Parce qu'après, il y a une autre arme, il la donne à Norma, mais il sait qu'elle n'est pas chargée, mais elle ne va pas non plus essayer de tirer. Et puis alors, oui, à un moment, donc, pour revenir à cette scène remarquable de libération, à un moment, Norma, elle les vire, les deux. Elle les dégage, parce qu'elle apprend qu'ils ont une relation. Voilà. Maya et Narvel ont une relation qui peut paraître un peu cringe à un moment. C'est bizarre parce que ça pourrait, parce qu'il y a une différence d'âge. Mais bon, en même temps, il y avait la différence d'âge avec Norma avant, double différence d'âge. Bon, elle est majeure, Maya, je crois. Elle va avoir 18 ans. Oui, elle a plus de 20 ans. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a cette scène justement où ils se dénudent et ils se montrent leur corps. Ça pourrait être malaisant. Et Paul Schrader, il filme ce moment-là avec une forme de... Il y a une intimité, je trouve, et une poésie à la fois. Et c'est très rare, ces scènes de pré-sexe, parce que c'est pas vraiment une scène de sexe, c'est une scène de découverte des corps qui est très intense, avec une musique, toujours cette musique-là qui revient pendant tout le film. Puis il y a cette séquence avec les fleurs, enfin c'est... Après, c'est la libération. C'est-à-dire que même autour d'eux, tout se libère. Alors, c'est comme une drogue. En fait, ils touchent au bonheur, et après, c'est comme une drogue autour, et c'est comme s'ils avaient pris des produits. L'amour a créé ça, et ils voient donc cette route qui se fleurit autour d'eux. Oui. Le numérique, l'expérimentation Schrader, on y revenait, mais... c'est très beau ce qu'il fait avec le numérique dans ce film. C'est très particulier, Non, c'est vraiment... Puis voilà, comme tu le dis, il y a cette espèce de poésie qui ressort, qui est si belle, en fait. Vraiment, il y a quelque chose de... Non, en plus, comme tu disais, il y a cette histoire de découverte, d'osmose. C'est un film d'osmose, c'est comme les fleurs, en fait. D'ailleurs, c'est le même truc que les fleurs qui fusionnent, qui évoluent ensemble, qui ne se posent pas de questions, parce que c'est des fleurs, mais qui ont un mode de reproduction qui est très particulier. Donc c'est ça qui est très beau, c'est que il y a ce truc un peu la deuxième naissance aussi, parce que c'est des personnages qui renaissent indéniablement dans le film, qui apprennent l'un de l'autre. La séquence où elle découvre les tatouages, je trouve magnifique. Oui. Parce qu'elle est en colère, et elle a raison d'être en colère, parce qu'elles se sont viciées. Parce que... Et on lui demande... Et en plus, lui, au début, il ne veut pas enlever les tatouages, parce que sûrement comme une sorte de stigmate, ou tout simplement pour rappeler ce qu'il était, et ce qu'il est, et ce qu'il doit être aussi, pour essayer de ne plus appartenir à ce passé-là, et ne plus être marqué. Et après, finalement, il va accepter de les effacer, quoi, pour Maya. Non, c'est ça qui est assez beau dans le film, c'est cette espèce de... Et puis il y a le plan final, voilà, le plan final de la danse, que je trouve magnifique, qui est d'une émotion très, très forte. Non, c'est un film qui, en plus, comme tu disais, c'est assez ambigu, parce qu'effectivement, c'est deux personnes qui sont très jeunes, enfin, qui ont un écart assez important d'âge. Kim Tessa, elle a 26 ans. 26 ans. Lui, il a 49 ans. Bon, effectivement, il y a une espèce de décalage. Il y a... Oui, mais d'ailleurs, c'est amusant. Paul Schrader, il s'en amuse, Paul Schrader, parce qu'à différents âges,
tant qu'ils sont consentants qu'elle est majeure. Donc, elle est comparée à Lolita à un moment, quand même. C'est vrai, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle qualifie, donc normal, le personnage de Sigourney Weaver, qualifie cette différence d'âge d'obscène, mais en même temps, elle, qui doit avoir 70, 75, bah, elle avait une relation avec un homme de 49. Dans un sens ou dans un autre, la différence d'âge était là. C'est aussi, je pense qu'il s'en amuse, Paul Schrader, là-dessus. C'est que tant que l'amour est là, et tant que c'est consentant, bien sûr, et que c'est légal, oui, voilà. C'est l'idée. Puis là, c'est un amour pur. Hein. Bon, bien sûr, à un moment, ils se découvrent par le sexe, mais il y a cet amour de libération. Les deux se libèrent ensemble, parce que Maya aussi doit se libérer de ses addictions, déjà, parce qu'à un moment, il la sèvre. Hein. Sevrage, tout ça, c'est important. Très belle scène, hein, aussi, ça. Et je ne sais plus quel film ça me rappelle, mais il y avait un film comme ça, ça me rappelait. C'est Evil Dead de 2013. Il l'enferme dans une cabane pour la cabane de Evil Dead dans le remake. Dans le reboot, requel si on veut, et hop, c'est là où après, dans un état second, elle va avoir des apparitions, mais c'est pas parce qu'elle a des hallucinations à cause de son sevrage. Bon, truc à part, mais là, il y a une double libération, lui évidemment de son passé. C'est pour ça qu'il y a les tatouages. De toute façon, tant qu'il n'est pas libéré, tant qu'il n'a pas fini sa rédemption, il ne peut pas enlever ses tatouages. D'ailleurs, c'est un personnage très scorsésien aussi, parce qu'avec ses tatouages, ça rappelle les nerfs à vif, Robert De Niro aussi. Même si c'est un personnage qui, lui, est vraiment le mal, pour le coup. Mais là, voilà, tant qu'il n'a pas conclu cette rédemption, il gardera ses tatouages. Et il trouve en l'amour, une nouvelle fois, l'amour. Hein. Comme dans Card Counter, hein, l'amour. Dans un cas comme ça, impossible, l'amour, eh bien, une fois que lui se libère, elle se libère aussi. Et exactement. Les deux se libèrent à la fin de l'influence, l'un de sa maîtresse, si on veut, et l'autre de sa grand-tante. Et c'est pour ça qu'il y a cette danse où ils prennent possession des lieux de la grand-tante, hein, en dansant sur ce patio, etc. Alors, on ne sait pas trop parce que c'est une petite maisonnette qui est à côté de la grande demeure. On se demande si ce n'est pas l'ancienne maison du maître d'esclaves. Enfin, c'est un petit peu compliqué tout ça. Je pense qu'il y a tout un truc derrière. On se demande où ça a été tourné exactement. On a fait une petite recherche. Il y a une ancienne plantation là-bas qui s'appelle Greenwood. Et là, l'endroit s'appelle Gracewood. Je pense qu'il y a quand même des trucs. Il s'est amusé, Schrader. Il a vu les lieux, il s'est dit, bon, on va tourner ça. Et je pense qu'il y a cette libération-là, et c'est cette Amérique, ça, le message final de Schrader, positif, le jardin, c'est l'avenir. Il le dit à un moment, hein, le bonheur passe par l'avenir avec le jardin. Eh bien, l'union d'un ancien néo-nazi, c'est génial, ça, qui représente une forme d'Amérique. Hein, parce que des néo-nazis en Amérique, il y en a, de plus en plus, malheureusement. Et avec une jeune junkie, fille d'Afro-Américains. Et oui, c'est possible, peut-être. Et c'est peut-être que par cette réconciliation par l'amour, que l'Amérique finira peut-être par aller mieux. Bon, évidemment, on n'est pas loin d'une utopie aussi. Hein. On n'est pas loin d'une utopie. Mais, on n'est pas loin d'une utopie, on n'est pas loin aussi de quelque chose qui, moi, forcément, je vais reprocher du film de Moretti, Vers un avenir radieux, où on a un cinéaste, en fait, qui sacrifie tout pour l'espoir. On a un cinéaste qui accepte que oui, il y a des choses qui vont pas bien, mais en même temps, il faut pouvoir encore rêver, et ça, c'est assez beau, je trouve, quand même. C'est naïf, mais c'est une belle naïveté. C'est une naïveté nécessaire dans un monde de plus en plus fracturé, que ce soit aux États-Unis ou partout, hein, de toute façon. C'est une naïveté de la paix. C'est une naïveté de la paix. C'est une volonté d'affirmer un besoin de paix. D'apaisement. C'est un film apaisé, hein. C'est un film totalement apaisé. Contrairement aux autres, enfin les autres sont apaisés quand même un peu, mais là, ça l'est encore plus. C'est un film sensoriel. Un film vraiment sensoriel. Il y a des moments méditatifs, on peut le dire. Et c'est vrai qu'il y a une continuité. Dans First Reform, il y a cette scène de lévitation où tu te sens soudainement apaisé. Et dans Card Counter, tu as cette scène remarquable dans le jardin artificiel, le labyrinthe, là, qui est presque un écho d'avance aux couleurs du jardin de Master Gardener. On sent que c'est artificiel dans Card Counter, il le rend palpable dans Master Gardener, en fait. Et tu remarqueras un truc qui, quand même, là est assez nouveau, entre guillemets, dans cette saga de la rédemption, et en tout cas par rapport à d'autres films de Schrader, il n'y a plus le complot. Le complot, c'est le complot, pour le coup, c'est plutôt les néo-nazis, mais ils appartiennent au passé, quoi. Ils sont effacés. Littéralement. Et ça, c'est intéressant parce que je me disais, bon, est-ce que dans le film, il va y avoir une confrontation avec ses potes néo-nazis ou pas? En fait, non. Il n'y en a pas du tout.
ils appartiennent totalement au passé, ils n'existent plus. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que Shredder, je pense il fait un cinéma qui est quand même totalement en accord avec... bah après, c'est normal, mais comme pour tous les cinéastes, mais là encore plus, en accord avec l'évolution de sa propre perception du monde, parce que lorsque j'avais parlé du film sur Twitter, par exemple, j'avais fait une comparaison avec Blue Collar, qui est le premier film de Paul Schrader, qui était un film assez assassin, entre guillemets, en tout cas, qui était vraiment très violent, parce qu'il me démontrait qu'il va y avoir une fracture entre... En fait, dans le film, tu n'as pas vu, je crois, Blue Collar, mais dans le film... Je sais comment il se finit. C'est violent à la fin, je crois. Hein, oui. Bah, si tu veux, Blue Collar, c'est quand même une amitié entre un homme blanc et un homme noir qui se termine d'une manière ultra violente, quoi. Ça devient une opposition. Et là, il fait l'inverse, du coup. Et là, il fait l'inverse. Voilà, il réconcilie. Il revient... Oui. C'est plus optimiste maintenant qu'à l'époque. C'est paradoxal, parce que beaucoup de réalisateurs feraient l'inverse, justement. Bon, après, ces films, quand même, ces films qui viennent après Blue Collar sont très optimistes. La fin de American Gigolo est très belle, très optimiste aussi. Et t'as aussi la fin quand même de Hardcore, même si dans Hardcore, il y a quand même un truc qui se passe qui n'est pas très joyeux, mais il y a quand même une bonne fin, une belle fin. Après, moi, je pense que Shredder, il a toujours été dans ça. Hein. Mais pareil, dans Taxi Driver, il y a quand même une fin assez belle. Il y a une sorte de... Pareil, de transcendance du personnage. Bon, après, moi, je pense que quand même, dans Master Gardener, il y a un truc en plus. Qui est cette espèce d'aspect lumineux, parce que cette fin, elle est vraiment... Après, moi, il y a quand même... j'ai eu une discussion avec Simon Magny, que je salue, qui me disait que... Et c'est intéressant quand même, cette perception dont il m'a fait part, qui disait qu'il avait peur dans ce plan final, qu'il y ait quelqu'un qui sort d'un buisson et qui tire sur le couple. C'est vrai que... Ouais. Et je trouve ça intéressant, parce que oui, c'est vrai que... mais je pense que ça vient tout simplement du film en tant que tel aussi. Cette sensation que même s'il y a cette belle utopie, c'est qu'elle est fragile. Elle pourra peut-être jamais se concrétiser ou pas, mais en tout cas, il faut pouvoir rêver encore un peu. C'est ça que j'aime beaucoup dans le film. Et d'ailleurs, on est quand même dans le domaine du rêve, parce qu'il y a souvent, bon, effectivement, parce que je crois il me semble que dans Card Counter, les flashbacks ne venaient pas de rêve, mais lui revenaient même de jour, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être. Hein, dès qu'il en parlait avec... il y avait des cauchemars, ça c'est sûr, mais il y avait peut-être un moment quand il expliquait à son disciple, entre guillemets, ouais. Celui qu'il essaye de sortir... Justement, lui, il essaye de le sortir de force de ce mauvais chemin, etc. Alors que là, Maya, par exemple, il lui laisse le choix. C'est comme si... D'ailleurs, parenthèse, mais c'est comme si le personnage de Master Gardener avait appris de l'erreur du personnage d'Oscar Isaac dans Card Counter. Oui, il y a un peu de ça. C'est très amusant comme dans ça se répond. Mais oui, je pense que quand il lui racontait, on voyait, je pense. Et là, on est vraiment dans un truc de cauchemar et de rêve, notamment cette séquence de rêve qui survient lors de l'acte d'amour, et en voiture avec les fleurs, et je trouve ça très beau, de cette idée un peu niaise, hein, entre guillemets, qu'il faut couvrir les États-Unis de fleurs, quoi. C'est mais un truc... C'est vrai, c'est le flower power, après le white power. Ouais, là, c'est ça. Le flower power. Non, mais c'est vrai, c'est fou comme ça. Ça montre l'Amérique. Le white power qui existe depuis très 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 longtemps, hein, aux États-Unis, Ku Klux Klan, tout ça, et le flower power qu'il y a eu après la guerre du Vietnam, tout ça. Ça peut paraître idiot comme ça, mais je pense qu'il confronte ces Amériques-là. Alors, c'est bête à dire, mais il essaye presque d'essayer en utopie de réconcilier des extrêmes. C'est très étrange. Hein. Bon, il y a un extrême qui s'est repenti, parce que l'extrême droite américaine qui ne va pas se repentir, elle ne va pas se réconcilier. Oui. Voilà, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il essaye... Ouais, c'est vraiment de l'utopie. C'est vrai que ton parallèle avec Vers un avenir radieux de Nanni Moretti, où il y a cette utopie communiste qui n'a jamais eu lieu, qui s'installe dans le rêve de Nanni Moretti, là c'est un peu cette utopie d'une Amérique qui aurait réussi à s'unir.
Et c'est vrai que c'est difficile, malheureusement, à imaginer. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si l'Amérique devenait un jardin où, certes, il y aurait l'ordre américain, voilà, l'Amérique, quoi, mais aussi qui accepterait une certaine forme de chaos. Oui, quelques mauvaises herbes utiles, des parasites. Mais qu'est-ce qu'un parasite? Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Au final, ce sont des plantes aussi, c'est de la vie aussi. Quelque part, tu vois, c'est toute une question de perception, et ce film nous replace dans une perception. Finalement, un jardin, c'est fait de plein de diversité. Bah, c'est ça qu'il faut montrer, je pense. D'ailleurs, il insiste bien, Schrader, avec cette voix off. Parfois, c'est technique. Oui, la plante machin, tiens, elle a ce nom en latin qui veut dire et tout. Oui, il y a ce... Le personnage présente plein de diversités différentes qui viennent de partout dans le monde. Tiens, comme dans l'Amérique. Aussi, il y a à la question de la double identité d'une fleur avec son double nom et sa double signification. Bah, lui-même, il a un double nom, en soi. Lui-même, il a un double nom. Il a son nom du passé qui est mort. Parce que finalement, pourquoi il réussit sa rédemption? C'est parce qu'il est mort. C'est clairement dit. Il est mort. Son nom n'existe plus. Sa famille, elle le considère comme mort. Parce que oui, il avait une fille et une femme. Oui, c'est vrai, ça. Et elle le considère comme mort. Donc, il est mort. C'est comme s'il était dans un paradis, en fait. Le paradis rédempteur. Il se construit son paradis après la mort de son personnage. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il arrive à la rédemption, lui. Parce que lui, il a fait table rase totale du passé. Autant le personnage d'Oscar Isaac, bah, il retombe sur son mentor. Donc, c'était fichu. Tant qu'il était là. Là, il est vraiment dans une autre vie. Je pense que c'est ça, il a réussi à tuer l'ancien lui, quoi. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison là-dessus, parce que c'est vrai que le personnage incarné par Oscar Isaac est obsédé par le passé, William Tell. D'ailleurs, William Tell, quoi, on en revient à l'histoire de Guillaume Tell, et Guillaume Tell, il se fait crucifier parce que... crucifié, on lui tire... enfin, il est puni. Il a sacrifié son fils, Guillaume Tell. Voilà, et dans Carpenter, il sacrifie presque indirectement son disciple. Oui, il sacrifie son fils en acceptant de le suivre. Oui, c'est vrai. Et là, au contraire, il y a une forme d'émancipation de... Non, c'est ça que j'aime. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, j'entends bien les critiques négatives qui disent qu'en effet, c'est peut-être plus niais, peut-être plus bordélique, peut-être plus moins intéressant, moins flamboyant que les autres films qu'il a fait précédemment. Mais en même temps, oui. C'est plus sensoriel. C'est plus... Je pense qu'il faut prendre plus de recul sur ce film. Moi-même, tu vois, là, on en parle ensemble. Ça fait du bien d'en parler ensemble. Parce je pense que ce genre de film, il faut en parler. Mais il m'a troublé. Hein. Moi, je vais dire honnêtement, il m'a troublé. Mais comme Carpenter m'avait troublé, comme l'entièreté de ces films me trouble à chaque fois. Quoi. Je suis toujours troublé. Même Dog Eat Dog, qui est un film un peu plus mineur de sa filmographie, qui est d'ailleurs pareil avec le même directeur de la photo, qui est quand même. D'ailleurs, faudra en parler de ce directeur de la photo quand même, incroyable. Mais c'est des films qui me laissent pantois. Il y a quelque chose de je sais pas. Je suis toujours surpris par ce qu'il fait, ça revient à ce que je disais par rapport à la question de la modernité aussi dans le cinéma de Schrader. C'est un cinéaste qui ne cesse d'évoluer, qui n'est pas prisonnier de quelque chose. Il y a des cinéastes, c'est le cas, ils sont prisonniers de... Bon, voilà, ils sont prisonniers de quelque chose, ils ne voulaient pas trop... Mais lui, en tout cas, il a réussi, je trouve, à trouver un compromis par rapport à ça, c'est qu'il est capable de faire comprendre que le cinéma est là aussi pour s'adapter. C'est le paradoxe Schrader, on y revient, c'est que il est sur un moule très précis depuis le début de sa carrière, donc une base scénaristique si vous voulez, mais il arrive à ouvrir des perspectives tout en tournant autour de ce moule. C'est-à-dire qu'en fait, il a quelque chose, il a le cœur du truc et il tourne autour. D'ailleurs, c'est le personnage Maya, son nom de famille, c'est Core, qui est le cœur, le noyau. C'est presque amusant. Le cœur de l'Amérique, si on veut d'ailleurs, quand on y pense. Cette jeune Amérique qui se cherche, qui est d'origine diverse, une mère blanche, un père afro-américain. Et je pense qu'il y a tout ça aussi. Mais c'est vrai qu'il tourne autour, Schrader. Et en tournant autour de la même base, comme le cercle est infini, on le sait, hein, finalement, il y a plein de petits trucs à explorer. Là, c'est le jardin avec un ancien néo-nazi. Avant, c'était le poker avec un ancien militaire. Mais oui, il y a des mêmes bases, mais il y a toujours des traumatismes communs, mais il y a quand même des parcours différents malgré tout. Mais il y a toujours l'Amérique derrière.
toujours. Shredder est toujours l'Amérique derrière. Oui, il y a toujours l'Amérique, il y a toujours le Japon, enfin, pour Mishima, du coup, le Japon, mais une structure de civilisation forte, quoi. Oui, oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Mais et c'est ça qui en fait la force, parce qu'il ne. Alors après, il y a des films de Shredder qui. Il a eu quand même des gros problèmes avec les studios, etc. Bon, il y a des films peut-être qui sont moins. Je ne sais pas trop si, par exemple, Witch Hunt, que je n'ai pas encore vu, sera intéressant. Je verrai pour le coup. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup chez Shredder, c'est ça. C'est cette espèce de. Oui, comme tu disais, de capacité à parler du théâtre de l'Amérique et en même temps de parler d'un sujet d'une manière extrêmement précise, bah, le jardinage. Hein. Le jardinage est très bien expliqué, est très bien montré. On montre les gens au travail, on montre ce qu'ils font. Ça, c'est quand même important. Hein. Oui. Et c'est quelque chose qui en fait soyons fous, hein, peut-être un des cinéastes qui s'intéresse le mieux au travail. Oui, Mais au aussi. travail vraiment de. Moi, ça me fait penser à Michael Mann, dans le sens où chez Michael Mann, il montre toujours l'effort, la passion, le fait d'être habité par son propre travail, quoi qu'il en soit, d'ailleurs, de ce travail-là, puisque bon, c'est souvent des bandits quand même. Mais ça reste un travail, quoi. Il y a quelque chose d'une activité. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et oui, je voulais revenir quand même, et pareil, quelque chose qui change quand même par rapport aux autres films, c'est que, encore une fois, même directeur de la photo depuis Dog Eat Dog, voilà. Donc Alexander Dinan, qui est quand même, pour moi, peut-être le directeur de la photo le plus intéressant aux États-Unis actuellement. Vraiment, parce que quand tu vois la capacité qu'il a à jouer avec le numérique et à donner cette espèce de patine d'esthétique extrêmement particulière, un peu glaciale et en même temps très, très habitée, très, très belle, quoi. Et c'est marrant parce que même dans Master Gardener, on est à l'opposé quand même des autres films, on est vers quelque chose de plus doux aussi. Pareil, c'est beaucoup plus doux. Les contrastes sont là, là où l'image peut-être de Fierce Reformed ou encore de Carpenter était plus glaciale, plus Toujours terrifiante. ces intérieurs et une force sur l'intérieur. Ouais, Ça ouais. enferme beaucoup les personnages d'ailleurs. Hein, Oui, il y a ça. Mais une ouverture. je sais pas. Je sais pas, parce que dans ce film-là, il y a quelque chose de plus doux, plus. Même, mais lumineux, hein, tout simplement. T'as une lumière tamisée par moment, Ouais. le clair-obscur presque. Alors, c'est pas tout à fait du clair-obscur, mais il y a le contraste qui montre justement la possibilité d'une lumière. Bah, dès la première scène, hein, quand il décrit, il y a cette lumière et tout, mais c'est sombre quand même. C'est-à-dire qu'il y a l'appel vers la rédemption, ça arrive, mais c'est encore obscur. Je pense qu'il faudrait regarder toutes les scènes où il est seul en intérieur. Je pense que ça s'éclaire de plus en plus dans le film, mais toute proportion gardée. Hein. Mais il y a aussi un autre truc qui est très fort, mais on en a parlé au début, mais on peut fermer la zone spoiler parce que là on est sur du visuel et de l'auditif. C'est un film très sonore, très sensoriel. On sentirait presque les plantes pousser par moments. Et là, on peut saluer le travail du son et de la composition de Devonte Hines, qui est je crois, un compositeur de musique électronique de base, qui est afro-américain aussi. Alors, tu vois, le choix, il n'y a rien hasardeux là-dedans. C'est quelqu'un de moderne, qui représente une musique assez moderne américaine. Et là, il arrive à faire une compo de film. Alors, je ne sais pas s'il en a fait d'autres, mais c'est très en retrait, mais en même temps, ça accompagne parfaitement. Puis la chanson finale, extraordinaire aussi. Ouais. La chanson finale, bah, on va pas revenir sur la scène, mais la chanson finale dont le titre c'est Space and Time. Ça veut tout dire, ça. L'espace et le temps. À la fin, voilà, tu arrives au bout, tu as l'impression que le temps et l'espace a été dilué, justement, hein, d'où ça s'ouvre à la fin avec une sorte de travelling arrière, etc. Alors qu'on a été quand même très confiné dans le film, grosso modo. Et à part certaines scènes, évidemment, de floraison et autres. Mais je pense que là-dessus, sans la musique et l'image, le film est très esthétique, mais juste. C'est pas de la suresthétisation non plus, quoi. Et c'est ce qu'il faut aussi pour qu'un film soit réussi. Il faut un ensemble. Je pense que là, on a à peu près tous les ingrédients. Et ça donne envie presque d'aller faire un petit stage dans une serre pour voir les plantes, etc. Parce que l'histoire de ces plantes qui sont censées venir d'ailleurs, qui sont réimplantées comme ça,
c'est vraiment l'histoire de l'Amérique. Moi, j'insiste là-dessus. Hein. Mais moi, l'Amérique, c'est toujours le travail de la terre, c'est toujours l'installation, c'est la colonisation. Donc, le fait de planter, d'importer, c'est tellement ça. Moi, ça me fait penser, de toute façon, au cinéma fordien, en quelque sorte, parce que chez Ford, il y a toujours cette idée quand même de le travail de la terre, tout simplement, les raisins de la colère, les vertes ma vallée. Non, c'est ça d'ailleurs. On en parlait en off, mais apparemment Schrader, peut-être son prochain, ce serait un western. Il pourrait faire une forme de film schraderien, fordien à la fois. Et en soi, ça serait très compatible, je pense. Très compatible. Oui. Pour expliquer un peu le projet d'ailleurs, puisque tu en parles, ça serait en fait. Alors, c'est compliqué parce que je ne sais pas si c'est un projet qu'il va faire ou pas. C'est toujours très compliqué. Mais c'est un remake du western les 7 hommes à abattre. D'accord. De Buttigieg avec Scott et Eddie Marvin. Donc en plus, c'est. Mais je sais pas s'il le fera, par contre. Il doit avoir plein de projets. Et cet homme à abattre, il va y avoir de la rédemption derrière aussi. Hein. Ça, c'est à mon avis, de toute façon, quand on parle de trilogie de la rédemption, bon, dans un sens, oui, trilogie avec une personne qui écrit avec sa voix off. C'est pour ça qu'on parle de Bresson hein, aussi. Côté voix off, écrit, etc. Mais c'est vrai qu'un personnage bressonien a peut-être moins de violents traumatismes dus à son pays que les personnages de Schrader. C'est-à-dire que oui. Voilà, c'est un exemple. Quoique, après, certains personnages de Bresson étaient très ancrés dans le côté civilisation française aussi, hein, parce que le curé de campagne, je pense qu'il doit y avoir un lien. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que si on creuse, il y a forcément un lien avec la France en tant que telle, d'une certaine façon. Mais bon, là, voilà, une trilogie, oui, mais comme tu le dis, hein, toi qui as vu d'autres Schrader avant, c'est dans une cohérence globale du début. Et puis pas que ces films à la réal, évidemment. Hein. Et on parle, comme beaucoup à chaque fois disent, hein, Taxi Driver, voilà, on y revient, ou prisonnière du désert, tiens, on revient à Ford. finalement, c'est le cycle. Mais c'est ça, Schrader, c'est une boucle, c'est un cycle. Et cette boucle est infinie. Elle ne se terminera que quand il ne fera plus de films. Donc je pense qu'il continuera jusqu'à sa mort, lui. Je le vois mal arrêter en cours de route. Et j'espère qu'il va très bien, d'ailleurs. C'est vrai qu'il a eu des soucis de santé après la sortie de Master Gardener aux États-Unis, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Donc, ça sera à suivre. Mais bon, à voir, hein, western ou pas, de toute façon, son prochain film sera très intéressant à suivre. On espère que tout ceci sortira au cinéma, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu voudrais rajouter, du coup, en conclusion. Est-ce que tu considères, question comme ça pour conclure, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais vu un Schrader de commencer par ce film? Je pense que la réponse peut être oui et non à la fois, hein, finalement. Moi, je ne sais pas. C'est compliqué. Il s'avère que. Je sais pas, alors c'est compliqué la question que tu me poses parce que moi j'ai un exemple et là pour le coup j'attends ce qu'il va en penser, mais Pierre, camarade Formica du podcast La Table en Formica, va découvrir Schrader comme ça. Non mais ça peut marcher. Donc, hein. Mais ça peut marcher, de toute façon après bon. Moi j'ai toujours un peu de mal, je vais faire une parenthèse, mais j'ai toujours un peu de mal avec l'idée de la notice. Oui. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises portes d'entrée. On peut commencer par une entrée qui va moins nous convaincre, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher forcément d'y retourner un moment. Exact. Voilà. Et puis en plus, Master Gardener est quand même un film apaisé, calme. Oui. Donc je pense que quand même c'est plutôt accessible entre guillemets, s'il faut vraiment dire si c'est accessible ou pas. Mais oui, après voilà, mais ça reste un film effectivement qui peut facilement être vu. En plus, il parle quand même de choses actuelles, il est quand même ancré dans la réalité, dans notre réalité, même parce que bon, ce qui se passe dans Master Gardener, on pourrait très bien l'appliquer chez nous, dans les autres pays, ou extrême droite. Donc oui, voilà, c'est quand même un film qui doit être, moi, qu'il faut aller voir, évidemment que je recommande. C'est un film qui fait réfléchir, donc ça fait réfléchir et puis ça peut apaiser. C'est exactement le genre de film qu'il faut voir en ce moment. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un côté, en même temps, c'est dur par moment, bien sûr, c'est dur. Oui, bien sûr. Il y a un côté où vous allez essayer d'aller de l'avant vers l'avenir, une visée d'avenir aussi. L'avenir par le jardin. À un moment, il y a cette citation, je ne sais plus, c'est vers le début du film. Croyance, voilà, le jardinage, c'est la croyance en l'avenir. Voilà.
Donc, Schrader montre qu'il croit encore en l'avenir. Ce n'est pas un vieux réalisateur hors de son temps. Au contraire, il est parfaitement ancré dans une réalité des choses. Et il va montrer la réalité des choses de façon nuancée et même en contrastant, enfin, en opposant les contrastes. C'est ça qui est très fort aussi. Et la tentative de réconciliation, peut-être. Allez voir aussi, d'ailleurs, au passage, on en profite, parce qu'on en a parlé dans le podcast, s'il est toujours chez vous, le dernier Nanni Moretti qui dit beaucoup de choses, qui est important à voir par rapport au cinéma italien, là, surtout depuis que Berlusconi est mort. Il va pouvoir, lui, il va avoir sa libération, Nanni Moretti, hein, maintenant. Vu que le fossoyeur du cinéma italien est décédé, ça va. Oui, exactement. Quand on y pense, ce film est presque tombe très très bien. Pourtant, il l'a fait avant la mort de Berlusconi. Mais comme quoi. Donc, allez voir voilà, les films américains, italiens, français. On a un petit peu de tout en ce moment. Là, du film japonais aussi. Je crois que oui, il y a Hausu aussi à voir là. Un film qui sort chez nous enfin, un film d'horreur de 1977. Je pense que cet été, il y a beaucoup de belles choses qui vont sortir, au-delà des gros blockbusters, hein, et certains films qu'on attend quand même, hein, comme le prochain Nolan. On a hâte de voir ce qu'il va nous faire avec Oppenheimer. Ça va être très intéressant sur l'histoire aussi là-dessus, d'ailleurs, à voir. Mais voilà, vive le cinéma, hein, tout genre, tout style, tout pays. Et c'est toujours un plaisir d'en parler avec toi, mon cher Artaud. D'ailleurs, peu importe le style. Hein. Tu vois, moi récemment, j'ai enfin découvert Yellen. Spoiler, il y aura une vidéo bientôt sur ma chaîne. Yellen, film malien. Ça aussi, c'est le genre de film qui apaise et qui fait réfléchir aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Tous les cinémas du monde permettent le voyage et l'apaisement et aussi la réflexion. Voilà, donc c'est ça la force du cinéma, documentaire, fiction, peu importe. Et c'est toujours, voilà, Artopolis, toujours bienvenue sur ma chaîne, évidemment. Et allez voir la chaîne d'Artopolis aussi, qui est un petit peu en pause estivale pour l'instant, mais qui fleurit aussi de création, bien sûr. Peut-être que tu nous feras un film de jardinage un jour, pourquoi pas. Mais tu as commencé avec Natura, voilà, donc qui parlait de plantes. Et que oui, donc finalement, quand on est pense, c'est pour ça que je t'ai connu d'ailleurs. C'est vrai. C'est au moins il y a 4-5 ans, le temps passe. En tout cas, merci Nicolas. Ben, merci à toi. Hein. Et on invite en commentaire, évidemment, à balancer tout ce que vous voulez sur Master Gardener, sur Schrader. On vous remercie déjà aussi, si celles et ceux qui étaient là pour Card Counter, des magnifiques commentaires qu'on a eus. C'est très plaisant, parce qu'on a pu échanger des choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à faire de même sur ce Master Gardener, que vous ayez moins aimé, peu importe. Hein, c'est toujours passionnant de toute façon. Et il ne nous reste plus qu'à nous faire le mot de la fin, même s'il n'y a jamais vraiment de fin de toute façon. À la prochaine. Ciao. Ciao.